et la mise en œuvre des politiques d'adaptation en Europe. Depuis des années, Climate Change organise des IMAG à destination des acteurs africains sur l'action climat en Afrique. Et cette année, nous introduisons une nouveauté avec une série d'IMAG autour de l'adaptation en Europe. Cependant, les IMAG Afrique-Europe ne sont en aucun cas mutuellement exclusifs et ils permettent des échanges de bonnes pratiques entre les acteurs européens et les acteurs africains. Et au-delà des IMAG sur l'adaptation en Europe, tous les 2 mois, nous avons également tous les 2 mois un IMAG sur l'action climat en Afrique. Et le prochain aura lieu le 27 juin sur la thématique de la convergence climat-biodiversité en Afrique. Et on vous partagera le lien à la fin de l'IMAG. Tout d'abord, nous vous rappelons que l'IMAG aujourd'hui, il est traduit en direct en anglais et en français. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en cliquant tout en bas de votre écran sur l'icône circulaire. Nous aurons aujourd'hui des intervenants francophones et anglophones, donc n'hésitez pas à activer cette interprétation. This IMAG is being live recorded translated in English and in French, and you can select the language by clicking on the globe icon at the bottom of your screen. N'hésitez pas aussi à vous renommer avec votre organisation et votre nom. Nous vous prions aussi de garder vos micros éteints lorsque vous ne parlez pas et n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques par écrit dans notre chat. Cette session va aujourd'hui être enregistrée. L'enregistrement sera disponible sur notre site par après aussi. Avant de commencer, je me présente. Moi, je m'appelle Estelle Mettens. Je suis chargée des événements chez Climate Change et aujourd'hui, je serai la modératrice de cette IMAG. Pour ceux qui ne le savent pas, Climate Change, c'est une association qui a été créée en 2015 et qui cherche à fédérer l'ensemble des acteurs non étatiques qui sont reconnus par la CNUC, donc c'est-à-dire les collectivités territoriales, les entreprises et la société civile. Et on a 3 missions à Climate Change. La première, c'est de fédérer à travers des événements internationaux comme des sommets en Afrique et en Europe. On analyse aussi l'action climat par nos publications de l'Observatoire de Climate Change. Et on a aussi la 3e mission, c'est de diffuser de l'information grâce à notre portail de l'action en ligne, où vous pouvez notamment trouver un agenda et une cartographie de l'action. Et au croisement de ces 3 missions-là, et aussi pour poursuivre le travail de l'adaptation au changement climatique en Europe, suite à notre sommet Climate Change en Wallonie en février, nous proposons chaque 2 mois, donc de mars 2024 à janvier 2025, un espace d'échange qui est dédié à l'adaptation en Europe. En effet, le sommet à Liège s'est conclu par l'adoption de la déclaration de Liège. Et cette déclaration, c'est une feuille de route collective et ambitieuse sur la demande des acteurs non étatiques en termes de politique publique opérationnelle sur l'adaptation au changement climatique. Et du coup, chacun de nos IMAG traitera d'un sujet de la déclaration. Ce nouveau rendez-vous européen tous les 2 mois, il est particulièrement important cette année parce que, comme vous le savez, c'est une année qui marque des élections européennes et les messages clés de la déclaration seront portés aux institutions européennes pour un pacte vert européen renouvelé et renforcé après 2024. Chaque IMAG donnera suite à la publication d'un magazine qui sera disponible sur notre site pour que tout le monde puisse consulter ce qui a été dit durant les IMAG. Et pour plus d'informations sur le programme ou le concept, nous vous invitons à consulter le lien que ma collègue Noémie va mettre tout de suite dans le chat. Au sommaire aujourd'hui, dans un premier temps, Tania Martha Thomas, qui est chargée de la recherche à Climate Change, Pauline Bayer et Flavie Segnerin, toutes les deux chargées des enjeux climat à l'Institut Genre et Géopolitique, présenteront une note d'analyse qui a été conjointement rédigée par Climate Change et l'IGG sur la justice sociale dans les politiques d'adaptation. Ensuite, Amandine Martinet, journaliste chez Construction 21, nous présentera une revue de presse autour de l'actualité, de la justice sociale et de l'adaptation en Europe. Et après, nous entrerons dans des discussions de panel avec Hanne Vandenberg, qui est experte adaptation climat à l'Agence européenne pour l'environnement, Nina Klein, responsable politique chez Ecolise, et Anne Barr, qui est coordinatrice genre et climat à Women Engaged for a Common Future. Et on terminera avec 15 minutes de questions-réponses avec l'audience. Et d'ici là, n'hésitez pas à déjà poster vos questions dans le chat.
Merci beaucoup à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup aux intervenantes et à notre interprète, Dominique. Avant de donner la parole à Tania, Flavie et Pauline, j'aimerais commencer par poser une question à notre public. Euh, Vous pouvez scanner le code ou aller sur www.menti.com pour répondre à cette question. Selon vous, quels sont les groupes de la société les plus vrais du changement? Vous pouvez répondre en français et en anglais. Et on va voir si tout se passe bien, on va voir les réponses qui s'affichent à l'écran. Je vais vous donner 1 ou 2 petites minutes. N'hésitez pas à scanner le QR code. On voit déjà les femmes, les enfants. Quels groupes de la société sont encore les plus vulnérables? 2 fois les femmes, les populations les plus pauvres, les jeunes, les marginalisés. Les femmes sont celles qui sont le plus mentionnées, les personnes âgées sans domicile, personnes ayant des handicaps. On voit que les femmes sont le groupe qui ressort le plus. Ben, merci beaucoup à tous d'avoir répondu et on va sans plus attendre donner la parole à Pauline, Flavie et Tania pour nous présenter l'étude qu'elles ont écrite sur la justice sociale dans les politiques d'adaptation. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Tania Martha Thomas, comme Estelle m'a bien présenté, et on va rentrer tout de suite dans l'étude qu'on vient de publier avec les collègues de l'IGG. Euh, Vous trouverez dans le chat le lien vers cette étude, vers cette note de blog qui est beaucoup plus complète, mais là, on va vite passer sur les points principaux pour faire une base pour la discussion de plus tard. Donc, pour commencer, l'Europe est le continent qui connaît la hausse des températures la plus rapide. Les températures terrestres moyennes observées sur le continent entre 2013 et 2022 ont augmenté d'environ 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Le GIEC et l'analyse européenne des risques climatiques, ou le European Climate Risk Analysis, l'OCRA, récemment publié par l'Agence européenne pour l'environnement, mentionne les divers risques auxquels le continent est confronté dans différents secteurs, différentes régions. Et pour rappel, un risque climatique peut être considéré comme étant composé de différents facteurs. Ils sont donc une combinaison des facteurs naturels tels que les aléas climatiques, donc le réchauffement, la précipitation, d'exposition, c'est-à-dire la présence des personnes ou des ressources ou d'infrastructures dans des zones qui pourraient être affectées négativement, et aussi de vulnérabilité, c'est-à-dire la possibilité d'être affecté négativement. Et les vulnérabilités peuvent être de différentes natures, soit physiques, ancrées géographiquement, ou socio-économiques, comme on verra dans le reste de cette étude. Donc, l'adaptation, du coup, consiste à réduire autant que possible ces risques et dans ce contexte, à atténuer les vulnérabilités des différents groupes. Et ça nous amène à la prochaine diapositive où on voit les différents types de vulnérabilités sociales. Donc, on voit tout de suite que les vulnérabilités ne sont pas réparties de manière égale dans la société. On a vu ça même avec vos réponses sur le Menti. On constate souvent qu'il y a certaines parties de la population qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres en raison des inégalités structurelles. Et donc, les vulnérabilités et les inégalités se renforcent mutuellement dans un cercle vicieux. Et cela signifie que les groupes désavantagés restent perpétuellement dans cet état jusqu'à ce que le cycle soit rompu. Et l'OCRA, par exemple, identifie 4 types de vulnérabilités sociales qui sont interconnectées, ce n'est pas exclusif.
Pour commencer, il y a les vulnérabilités de groupe, donc ce qui concerne assez souvent les minorités ethniques, les réfugiés, les immigrés, les peuples autochtones, et qui découlent des inégalités structurelles et historiquement ancrées dans plusieurs facteurs. Ensuite, on a les vulnérabilités de genre, qui sont une des vulnérabilités de groupe les plus communes, qui existent dues à des normes qui peuvent entraîner un travail négligé ou sous-payé de la part des femmes ou un manque de pouvoir dans la prise de décision. Et on en entendra plus des collègues de l'IGG. Euh, on a aussi les vulnérabilités socio-économiques et professionnelles liées au métier des gens ou des secteurs dans lesquels ils travaillent ou tout simplement aux faibles revenus et donc qui touchent les ménages les plus pauvres. Et on a les vulnérabilités liées à l'âge et à la santé qui rendent les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les personnes avec des problèmes de santé existants plus vulnérables aux effets du changement climatique. Et normalement, donc, l'objectif d'une politique d'adaptation est de réduire euh, ces risques qui découlent de toutes ces vulnérabilités. Cependant, si les politiques d'adaptation ne sont pas bien conçues et ne prennent pas en compte tous ces facteurs, les politiques peuvent encore redistribuer les risques entre les différents groupes ou sur un plan temporel entre des générations et conduire donc à une maladaptation. Par exemple, une étude du Parlement européen réalisée en 2023 a révélé que sur 14 instruments de politique climat étudiés au niveau de l'UE, une majorité d'entre eux avaient une reconnaissance limitée ou une compréhension étroite des impacts socio-économiques négatifs qui pourraient résulter de leur mise en œuvre. C'est là que nous voyons l'importance donc d'incorporer des considérations de justice sociale dans les politiques d'adaptation. Donc, si on passe à la prochaine slide, euh, la justice sociale, pour faire un peu de cadrage théorique, est basée sur l'idée de l'égalité des droits pour tous les êtres humains et la possibilité de bénéficier du progrès socio-économique et dans ce cas climatique sans discrimination. Plus précisément, là encore, tirant de l'OCRA, on peut parler des trois dimensions de justice sociale dans les politiques climatiques. Le premier, c'est la justice distributive. Euh, qui concerne donc la distribution ou l'allocation des ressources, des avantages et les coûts d'adaptation entre les différentes parties de la population. Et si on veut incorporer ça, par exemple, dans les politiques, dans le secteur des bâtiments, il y a la plupart des politiques existantes sont plus au bénéfice des propriétaires des bâtiments et pas autant que des locataires. Donc, on voit que là, il y a peut-être un mauvais alignement entre les priorités et les politiques réelles. Et ensuite, on a la justice procédurale et la justice de reconnaissance. Et il existe un certain chevauchement dans les applications de ces deux types de justice, bien que théoriquement ce soit différent. Donc, la justice de reconnaissance, ça a à faire avec la prise en compte des différents groupes, des différentes cultures et des valeurs dans la société. Et la justice procédurale concerne l'incorporation de tous ces groupes et de leur donner une voix égale et de les inclure dans le processus de prise de décision. Et ça, on voit dans les politiques assez concrètement à travers la sensibilisation des différents groupes sur les droits qu'ils ont ou dans la participation citoyenne dans les politiques, dans la consultation de toutes les parties prenantes, etc. On va entendre plus tard une de nos intervenantes comment les États membres de l'UE ou même les villes au niveau local prennent en compte des vulnérabilités des différents groupes dans leur politique. Mais ça, c'était pour vous donner une idée un peu théorique et pour établir la base. Maintenant, je passe la parole à Pauline et Flavie pour la deuxième partie de présentation de la note. Oui, merci beaucoup, Tania. Moi, du coup, moi, c'est Pauline et je suis chargée des enjeux climat à l'Institut du genre en géopolitique. Du coup, maintenant, on va se concentrer sur la vulnérabilité accrue des femmes et la nécessité d'adopter une justice sociale féministe. Donc, on sait que les conséquences du changement climatique n'affectent pas la population de la même manière comme on a pu le voir. Et les femmes et les minorités de genre sont particulièrement touchées, notamment parce que la crise climatique aggrave les inégalités structurelles qui sont
déjà existantes dans la société. Donc c'est pour ça qu'il est important d'adopter une approche genrée de ces inégalités et de promouvoir une justice sociale féministe dans l'élaboration des politiques d'adaptation, donc pour mettre en place une transition qui soit plus juste, plus inclusive et plus efficace. Alors quand on parle de justice sociale féministe, cela signifie surtout qu'il faut aborder donc la crise climatique en menant une analyse de genre et en actant les causes structurelles de ces inégalités qui sont souvent le système patriarcal et donc de promouvoir la transformation des rapports de pouvoir et de la promotion des droits des femmes et des minorités de genre comme un moyen donc utile et essentiel pour atténuer les risques, enfin les effets de la crise climatique. Donc maintenant, on va revenir sur les raisons de ces inégalités au niveau mondial. Donc les femmes, elles ont un accès limité aux ressources financières et ont moins de pouvoir socio-économique, donc ce qui est principalement dû à cause de la désocialisation genrée, c'est-à-dire la charge du travail domestique, la gestion du care dans le cadre familial, par exemple. On sait que sur 1,3 milliard de personnes vivant en pauvreté, c'est 70% des femmes enfin, qui sont représentées. Donc, elles ont moins de moyens pour s'offrir un mode de vie respectueux de l'environnement et pour s'adapter au changement climatique. Elles sont beaucoup plus dépendantes aux ressources naturelles pour survivre. On sait que dans les régions rurales, dans le monde et aussi en Europe, elles ont, enfin, moins en Europe, mais dans le monde, elles ont souvent la charge de l'approvisionnement de l'eau, de la sécurité alimentaire. Elles ont également un accès limité à l'éducation et notamment dans les situations où les effets du changement climatique sont assez importants. Et c'est elles qui doivent s'occuper de la survie de leur famille et doivent donc souvent abandonner leurs études, ce qui font qu'elles ont moins accès à la formation. Encore une fois, elles ont moins les outils pour s'adapter au changement climatique et moins de revenus. Et souvent, tout ça fait qu'elles sont souvent exclues des processus de prise de décision et des projets de gestion de l'environnement, que ce soit au niveau local, régional et même parfois international. Encore, une autre vulnérabilité dont elles sont un peu elles font preuve, c'est que les femmes et les personnes LGBTI+, elles sont plus susceptibles d'être victimes de violences sexistes et sexuelles, comme la recrudescence des mariages forcés, les grossesses non désirées, un accès à la santé, beaucoup plus limité et notamment dans les périodes de crise et en plus de ça, durant leur parcours migratoire, quand elles sont des réfugiés climatiques, elles sont, victimes de viols, d'harcèlement, voire même parfois de risques de traite des êtres humains. Donc on voit que tous ces risques sont multipliés, à cause des effets du changement climatique. On veut aussi noter que toutes les femmes ne sont pas égales face à ces conséquences, enfin à ces effets. Si on prend le cas de l'Europe, ce sont principalement, les femmes migrantes, racisées, LGBTI+, les femmes handicapées ou encore célibataires qui sont les plus vulnérables aux enjeux climatiques. Donc cela se traduit souvent par l'augmentation de la pauvreté, de l'exclusion sociale et donc par une exposition plus importante aux conséquences de la crise climatique, comme l'augmentation des prix, des aliments, de l'énergie, ce qui peut souvent amener, par exemple, à la précarité énergétique. Donc c'est pour ça que les enjeux d'adaptation, c'est important pour limiter, pardon, les impacts et les dommages du changement climatique sur les femmes et minorités de genre. Et on va voir que même si au niveau européen, l'Union européenne et certains États membres reconnaissent ces inégalités, les politiques d'adaptation, peinent souvent à inclure, ces questions, dans leurs politiques. Bonjour à tous, je m'appelle Flavie, je suis aussi chargée de climat, mission climat à l'IGG comme Pauline. Merci Tania et Pauline pour vos parties. Est-ce qu'on pourrait changer de slide, s'il vous plaît? Et encore une autre. Merci. Donc oui, comme tu l'as dit, Pauline, en effet, la plupart des politiques climat européennes ne considèrent pas la nature genrée des conséquences de la catastrophe climatique en Europe. Parmi ces politiques et leurs textes, je compte évidemment le Pacte vert européen, mais aussi l'ajustement à l'objectif 55 ou le Fonds pour une transition juste ou encore la loi européenne sur le climat. Certains documents mentionnent le genre, mais pas de manière substantielle, et ils ne recommandent pas de moyens ni de mesures spécifiques pour faire face à ces inégalités genrées. Donc oui, par exemple, la loi sur le climat et la stratégie d'adaptation reconnaissent les problématiques de pauvreté alimentaire ou de précarité énergétique, comme tu l'as mentionné, Pauline. Mais elles ne reconnaissent pas que ces problématiques ont des conséquences disproportionnées en fonction de notre genre, de notre âge ou de notre couleur de peau, les effets que tu viens de mentionner, Pauline.
Et donc, parce que le pacte vert européen ne tient pas compte de ces inégalités, il a été critiqué pour ne pas favoriser et ne pas soutenir une transition et une résilience juste et inclusive. Au-delà de tenir compte de ces questions d'inégalité de genre, le pacte vert européen a aussi été critiqué pour ne pas assurer une représentation inclusive et équitable dans sa mise en œuvre, donc à l'échelle européenne. Il a aussi été critiqué pour ne pas assez intégrer des consultations et des engagements communautaires et locaux, pardon. Et face à toutes ces limites, l'engagement pour intégrer les dimensions de justice sociale et de genre dans l'adaptation se sont surtout faites à l'échelle communautaire et associative, et notamment au travers d'ONG. C'est pour cette raison que dans notre note d'analyse, on mentionne le travail de plusieurs initiatives qui défendent une approche féministe de la justice sociale à travers l'adaptation à la crise climatique. Donc, comme l'a dit Pauline, une approche féministe de la justice sociale vise non seulement à intégrer les inégalités de genre dans nos politiques d'adaptation et nos objectifs, mais elle vise aussi à repenser nos relations interpersonnelles en privilégiant le dialogue, la solidarité, pardon, et le partage, par exemple. Un exemple d'initiative qui applique une approche féministe de la justice sociale, c'est le festival Le Printemps des Impactrices, qui vise à remédier au manque de représentation des femmes dans les cercles décisionnels, économiques ou encore médiatiques, en organisant des ateliers interactifs et en invitant les femmes et les minorités de genre à partager leurs témoignages. On a aussi parlé de bonnes pratiques qui adoptent une approche plus institutionnelle en élaborant des recommandations politiques. On peut citer WECF ou la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, pardonnez ma prononciation, qui ont fait des recommandations pour penser un pacte vert féministe. Donc oui, pour conclure, notre note d'analyse a donc cherché à montrer pourquoi il fallait intégrer les questions de justice sociale et de genre dans l'adaptation climatique. On a vu que les vulnérabilités climatiques étaient disproportionnées selon divers facteurs, le genre, l'âge ou la couleur de peau, etc. Ils doivent être pris en compte au niveau institutionnel dans les politiques d'adaptation européennes, mais aussi dans les politiques nationales. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'adopter une approche féministe de la justice sociale pour intégrer complètement ces questions de genre dans les objectifs, mais aussi dans la mise en œuvre des politiques et donc pour soutenir une résilience plus juste et inclusive. Merci beaucoup, Pauline, Flavie et Tania. Je pense que sur un sujet aussi complexe, c'est toujours très important de remettre une base théorique et montrer les chiffres, etc., les études qui sont publiées. Donc, merci beaucoup pour ce travail. Le lien de la note est dans le chat. N'hésitez pas à lire l'entièreté de la note. Avant de rentrer dans notre discussion de panel, j'aimerais d'abord donner la parole à Amandine Martinet, qui est journaliste chez Construction 21. Construction 21, c'est notre partenaire sur nos IMAG adaptation en Europe. Et Amandine va présenter une revue de presse autour de l'actualité de la justice sociale dans les politiques d'adaptation en Europe, parce que oui, on en parle beaucoup dans les médias aussi. Donc, Amandine, la parole est à toi. Merci beaucoup Estelle et bonjour à tous. Alors oui, vous l'avez compris au cours de ces premières interventions, une transition c'est bien, mais une transition juste c'est mieux. Et donc comme Estelle vient de le préciser, ce sujet de la justice sociale se retrouve souvent au cœur de l'actualité, notamment ces derniers temps. C'est précisément l'objet de cette revue de presse. Donc sur le site de Construction 21, récemment, nous avons mis en avant plusieurs initiatives nationales qui peuvent inspirer également au niveau international, hors les frontières, bien sûr. Comme vous l'avez compris aussi pendant l'explication de la note d'analyse, chacune de ces initiatives est perfectible au regard voilà, du genre, des origines ethniques, etc. Notre premier article, il parle du zéro artificialisation net, le ZAN, que vous connaissez certainement tous. En mars dernier, la Fondation pour la Nature et l'Homme et la Fondation Abbé Pierre ont érigé cette récente réglementation comme levier de lutte contre le mal-logement en France. Alors, c'est l'idée d'un rapport commun qui va donner certaines clés de réappropriation des sols artificialisés pour les redistribuer plus équitablement, et notamment à destination des plus démunis. On parle par exemple d'une meilleure utilisation des logements vacants sur le territoire, des résidences secondaires, des habitats sous-occupés, ou autre idée, des expérimentations à visée sociale et solidaire, comme par exemple les habitats partagés et participatifs. Parce que oui, on peut exploiter moins en donnant plus. Le deuxième article que nous avons voulu mettre en avant parle d'une autre initiative intéressante en matière d'accès au logement. Alors, vous connaissez certainement aussi le bail réel solidaire, qui est un dispositif qui permet de réduire considérablement le prix de certains biens immobiliers sur le marché et de fait
de les rendre plus accessibles pour les ménages à faible revenu. Alors nous avons dans cet article un exemple sur le terrain d'un chantier en cours dans un quartier populaire historique de la ville de Rennes. Hors les frontières, Stéphanie Merger, qui est aujourd'hui directrice adjointe d'un master spécialisé à l'École des Ponts Paris Tech, expliquait d'ailleurs lors du BIMworld, un salon qui a eu lieu il y a quelques mois, que ce fait de séparer le bâti et le foncier, c'est une pratique qui existe déjà ailleurs, notamment à Singapour, par exemple. On va désormais partir au sud pour notre troisième article. Et c'est cette fois-ci à Marseille que l'on se retrouve, puisque cette ville va accueillir en juin prochain le premier campus de territoire Stop Exclusion énergétique, porté par l'association du même nom. Cette initiative a pour but de rendre la rénovation performante accessible à tous, pour que chacun puisse avoir droit à un logement décent sur le territoire. Donc on réalise que là encore, performance énergétique et égalité des hommes marchent ensemble. À terme, à horizon 2026, ce sont environ 3000 ménages à faible revenu qui devraient être aidés, et ce notamment grâce à la formation d'ensembliers solidaires, ce nouveau métier qui est dédié à l'accompagnement des plus précaires. Rendez-vous donc les 17 et 18 juin prochains, et en attendant sur notre article pour en savoir davantage sur cette initiative. On passe à l'avant-dernier article de notre revue de presse qui parle toujours de remettre l'humain au cœur des préoccupations liées à l'adaptation au changement climatique. Et c'est le cas lors d'un événement qui a lieu en ce moment même, qui est organisé par le CSTB. Donc la journée de recherche du CSTB, nous avons eu l'occasion d'interroger Alexandra Lebert, qui est directrice de domaine d'action stratégique recherche au CSTB, à propos de cet événement. Et elle nous a parlé, je cite, de la question de comment concevoir, réhabiliter, habiter pour bien vivre ensemble. Elle a également posé la question de comment fait-on le lien entre la vie réelle, le comportement et la culture des individus et le monde de l'ingénierie et de la recherche. Donc c'est une nouvelle preuve, s'il en fallait une, qu'en France comme hors de nos frontières, les préoccupations climatiques sont indissociables de celles liées aux hommes. Dernier article, on va ouvrir directement notre regard sur l'Europe, puisque vous avez compris que c'est de ça dont il s'agit lors de ce webinaire. On parle ici d'une récente note que l'ADEME a publiée, qui est dédiée à ce fameux concept de transition juste, ce concept qui existe depuis longtemps, mais qui gagne du terrain, et ce notamment au travers de politiques européennes récentes et d'autres à venir. Je pense au mécanisme de transition juste, au Fonds social pour le climat, on en a déjà parlé. Et l'ADEME, dans cette note, propose d'en découvrir davantage sur ces mécanismes-là. Et moi, ce que je vous propose, c'est de rester avec nous pour continuer à débattre du sujet passionnant de la justice sociale dans les politiques d'adaptation en Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine, de répondre chaque fois présente et de nous montrer les initiatives qui sont déployées en France et en Europe. I will now switch in English for our English-speaking Alors, panel. je vais passer maintenant à l'anglais pour la suite de notre discussion. Donc, utiliser notre fonction de traduction. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir avec nous Anne, Nick, Nina et Anne Barr. Chacune d'entre elles vont nous donner donc une nouvelle perspective pour nous parler de l'adaptation et nous montrer là où il y a encore des fossés, des écarts. Alors, comment avoir une approche qui soit de la base vers le haut et une approche dans les décisions en Europe, comment établir de nouvelles dynamiques en ce qui concerne les politiques d'adaptation. Nous allons commencer d'abord avec Anna Vandenberg, experte en adaptation climatique à l'Agence européenne de l'environnement. Anna est spécialisée dans les questions de la résilience juste. Merci Anna d'avoir pris ce temps d'être avec nous aujourd'hui pour partir donc du côté politique. Merci de nous dire un petit peu, de parler de votre travail, du travail de l'EEA en termes d'adaptation climatique et de la transition juste, et également quelles sont les initiatives européennes sur l'adaptation et la justice sociale dont vous pourriez nous parler en Europe, et peut-être nous donner quelques exemples des progrès qui sont faits au niveau national de certains États membres en Europe sur la justice sociale et les politiques d'adaptation. Vous avez la parole, Anne. Merci beaucoup, merci Estelle, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici avec vous. Je suis ravie d'être ici avec vous pour ce panel et partager notre travail, mais également très intéressée dans les discussions et les présentations qui viennent d'être faites. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour ça. Alors, je pourrais peut-être commencer simplement en expliquant
ce qu'est l'Agence européenne de l'environnement, ce que nous faisons. Alors l'EEA, l'Agence européenne, donc c'est une agence de l'Union européenne qui est basée à Copenhague au Danemark. Nous apportons donc la connaissance, les données aux aux politiciens au niveau de l'Union européenne et des différents membres, États membres, pour trouver des politiques, des décisions sur les questions climatiques, les questions environnementales pour le développement durable en Europe. Alors aujourd'hui, je vais faire 2 choses. Je vais d'abord vous expliquer rapidement pourquoi la résilience est tellement importante au niveau de l'Union européenne et ensuite, à partir des observations que Tania a faites tout à l'heure, je veux continuer et ensuite je veux donner quelques aperçus de ce qui se passe maintenant en ce qui concerne la résilience juste. Je vais le faire à 3 niveaux. Au niveau européen, de niveau de l'Union européenne, ensuite au niveau des pays, au niveau national et en fait rapidement au niveau local. Alors premièrement, pourquoi avons-nous besoin de la résilience juste? Tania l'a mentionné, donc le risque, l'analyse des risques au niveau européen, publiée par l'Agence européenne. Et c'est la première analyse du genre qui a vraiment étudié les risques climatiques au niveau de l'Europe. Alors, les conclusions de ce rapport, c'est que l'Europe n'est pas suffisamment prête aux crises climatiques qui arrivent. Alors que nous approchons du 1,5, bien sûr, ces risques continuent d'augmenter. Comme Daniel a mentionné, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite dans le monde entier. Ces risques climatiques menacent nos écosystèmes, mais également nos ressources en eau, notre sécurité alimentaire énergétique, nos infrastructures, notre stabilité financière, la santé des gens. Donc, ces risques climatiques affectent la société dans son ensemble. Et bien sûr, le sujet de notre discussion aujourd'hui, les populations les plus vulnérables sont les plus affectées. Voilà un petit peu pourquoi la résilience est tellement importante au niveau de l'Union européenne. Mais malheureusement, les choses arrivent aussi et je vais en parler ailleurs. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe déjà au niveau européen? Alors, nous avons différentes initiatives, différents cas, différentes stratégies qui adressent la justice et l'adaptation dans les politiques, d'adaptation et les plannings. D'abord, la stratégie d'adaptation publiée en 2021. Cette stratégie d'adaptation qui souligne l'impact du changement climatique, qui n'est pas neutre. Certains groupes souffrent plus que d'autres de manière disproportionnée et il est important de pouvoir avoir une justice qui soit équitable afin que l'adaptation puisse bénéficier à tous. La loi sur le climat, adaptée en 2021, la même année, souligne également le besoin d'assurer une transition juste pour tous, parle également de la participation du public et demande à la Commission européenne de s'engager dans toutes les parties de la société pour permettre à la société de s'impliquer pour avoir une transition qui soit juste, pas simplement pour notre discussion, notamment pour la résilience climatique. La Commission européenne a mis cela en pratique par la mission sur l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est quelque chose d'assez récent, une initiative, c'est un programme assez récent pour encourager la mise en place de projets d'adaptation au niveau régional et au niveau communautaire également, pour soutenir les régions, les villes, les autorités locales, les gouvernements locaux dans leurs efforts à développer la résilience face au changement climatique. À présent, j'attire votre attention sur un cours qui va arriver bientôt. Donc un appel, qui est un appel à projet pour démontrer des approches par les régions et les autorités locales, les gouvernements locaux, pour augmenter la résilience envers le changement climatique, notamment pour les groupes les plus vulnérables. Si vous avez des propositions, vous avez une date limite qui est le 18 septembre de cette année. C'est un appel à projet. Nous avons d'autres projets également qui prennent en compte la justice sociale. Donc, n'hésitez pas à suivre ces différents projets. Diapo suivante, merci. Alors, j'ai parlé de quelques initiatives au niveau européen. À présent, je vais partager ce qui se passe au niveau de certains États membres, donc au niveau des pays au sein de l'Union européenne.
Alors, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a de plus en plus d'attention portée sur la justice, sur la résilience, sur l'adaptation, notamment dans les phases de planification. Donc, l'Agence européenne pour l'environnement travaille avec tous les États membres de l'Union européenne. Et nous avons un réseau de partenaires dans ces États membres, avec les ministères, avec les agences environnementales. Et tous les 2 ans, ces États membres doivent faire des rapports pour dire ce qu'ils font en termes de politique, d'adaptation, de stratégie. Ce que nous avons fait justement, c'est que notamment pour les rapports les plus récents, mais également pour les rapports d'il y a 2 ans, donc 2021-2023, nous avons regardé le nombre de pays qui parlent justement de ces questions de justice, d'égalité, de justice, de participation du public, des communautés vulnérables, etc. Donc dans les rapports les plus récents, ce que nous voyons, c'est que plus de 50% des pays ont mentionné la justice, les aspects de justice, ce qui est une augmentation par rapport à ce que nous avions vu en 2021, par exemple, et ce sont de très bonnes nouvelles, bien sûr. En même temps, nous voyons également que la justice, dans la mise en place des politiques d'adaptation, est un peu en retard. Donc, nous avons une attention sur la justice et la planification, mais maintenant, nous devons veiller à ce qu'il y ait une réelle mise en application et que dans la mise en application, nous pensions aussi à la justice sociale. Simplement quelques exemples ici de ces rapports par pays, de ce qu'ils nous disent et de quelle manière ils se réfèrent à la justice. Alors, gardez en tête ici que ces rapports sont disponibles sur la plateforme de l'adaptation climat. Donc, simplement pour vous donner quelques exemples ici, l'Autriche a mentionné dans son rapport pays que les mesures ne doivent pas conduire à une répartition injuste des coûts et des bénéfices entre les groupes sociaux ou de manière disproportionnée, soit à la charge de certains groupes plus vulnérables ou dévantagés. Le pays de la Bulgarie, ensuite, a adopté un certain nombre de principes pour leur politique d'adaptation et ces principes doivent inclure, entre autres, le fait de revoir non seulement ou de réviser ou d'évaluer l'efficacité ou l'efficience des adaptations, mais également l'équité, la légitimité de ces décisions d'adaptation. Bien sûr, tout cela est très connecté au concept de la justice. Sur la diapo suivante. Alors, on a parlé d'initiatives au niveau européen, on a parlé d'initiatives au niveau des États membres. À présent, regardons rapidement ce qui se passe au niveau local. Nous voyons des analyses de plans au niveau local qui montrent ici qu'il y a une majorité de plans, de programmes qui prennent en compte l'impact disproportionné, qui parlent également des questions d'égalité et de veiller à ce que dans la participation, nous pensions notamment aux groupes plus vulnérables, de manière proportionnée. Donc l'exemple qui est donné ici, c'est un graphique que vous voyez ici qui montre que pour tous les plans d'adaptation qui ont été analysés, la majorité d'entre eux, c'est-à-dire 68%, ont pu identifier des groupes spécifiques comme étant particulièrement impactés par le changement climatique. Cela a été ensuite réparti dans les différentes régions et entre les différents groupes qui ont été identifiés. Sur cette diapo, à présent, au niveau local, 2 exemples particuliers au niveau local. 2 projets ici, le programme de Paris Oasis et Barcelone. Donc 2 projets. Vous trouverez bien sûr d'autres renseignements sur notre plateforme, mais ces 2 projets qui vraiment réfléchissent aux populations les plus vulnérables pour veiller à ce que ces groupes, ces populations puissent bénéficier des réponses d'adaptation. Sur la planche suivante à présent.
qui vous donne ici un aperçu des publications que nous avons faites sur le sujet et l'année prochaine, nous aurons un autre rapport sur la résilience juste. Nous avons également un podcast que nous avons développé ensemble avec la BEI, la Banque européenne d'investissement. Vous trouverez ça également sur différentes plateformes où nous parlons avec plusieurs collègues de la résilience juste. Nous avons également une plateforme. Je pense que je vais m'arrêter là et merci beaucoup pour votre attention et je m'attends bien sûr à la suite de nos discussions. Merci beaucoup, Hannah. C'est très concret, tous ces exemples de ce que font les pays, de ce que font les initiatives aussi au niveau local. C'est intéressant de voir que les choses vont de l'avant. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors maintenant, je vais passer la parole à Nina Klein, qui est responsable de politique à Ecolise. C'est un réseau européen pour des initiatives au niveau communautaire sur la durabilité et le changement climatique. Ecolise récemment a lancé ou a été vraiment au cœur d'une initiative, le temps d'agir, le manifeste pour le temps d'agir. Ce nouveau manifeste a été lancé par une organisation de la société civile pour réclamer le droit des citoyens européens de pouvoir choisir de vivre de manière durable et pour demander aux politiciens de pouvoir, donc agir. Vous trouverez ce lien ici dans le chat pour le manifeste. Merci beaucoup à Nina pour son travail. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du message principal de ce manifeste qui se focalise sur l'adaptation, la justice sociale et en vue des élections européennes dans 2 semaines, pardon. Que voulez-vous que les participants retiennent du travail que vous faites à Equalise? Merci beaucoup, Estelle. Alors, Equalise, ce que nous pouvons apporter dans cette discussion sur la justice sociale, la justice climatique, l'adaptation, c'est notamment le fait que tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici vient du haut vers le bas. Donc, nous avons parlé de gouvernement, de l'Union européenne qui propose des programmes pour les communautés, mais l'approche des colis, c'est plutôt dans l'autre sens de la base vers le haut, donc des initiatives au niveau communautaire parce qu'elles sont plus résilientes, les communautés, lorsqu'il est question de la résilience. Donc, c'est simplement pour vous présenter l'approche qui est une approche donc différente, inverse, et j'étais vraiment chanceuse de pouvoir participer à la déclaration de Liège en février lors de la présidence belge du Conseil en tant qu'organisatrice. Et nous avons pu introduire dans cette déclaration ce concept des initiatives ou des adaptations dirigées par les communautés ou initiées par les communautés. Donc c'est quelque chose d'important. Les communautés, les citoyens et l'impact, bien sûr, du changement climatique sont ressentis au niveau local. On n'a pas besoin d'en parler vraiment parce que c'est une évidence, mais c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons quand nous parlons de procédures également. Les populations locales, les communautés, les citoyens ne sont pas suffisamment impliqués dans les process de prise de décision. Donc, pouvoir façonner cela, c'est important et c'est un défi en ce moment en ce qui concerne les communautés. Ceci dit, et c'est pourquoi je suis ici, pourquoi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, Ecolise est une organisation au niveau européen. Nous sommes un réseau de communautés, d'initiatives conduites par des communautés sur la durabilité, le changement climatique. Si vous voyez sur cette planche, vous voyez ce qu'on appelle éco-village, permaculture. Et ça, c'est quelque chose où on peut vraiment, je ne sais pas si quelqu'un, peut-être on peut lever la main. Est-ce que si quelqu'un connaît donc cette initiative permaculture, Estelle a levé la main, 3, 4, 5, 6, ok, quelques personnes connaissent ce principe. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce réseau de transition, c'est tout ce réseau de transition, c'est tout ce qu'on peut faire ensemble dans une communauté. Par exemple, soutenir l'agriculture au niveau communautaire, ça c'est sur la planche suivante. Voilà quelques exemples d'initiatives. Donc ce sont des initiatives, un mouvement très divers, un réseau de mouvements très divers sur la permaculture, donc une agriculture soutenue par les communautés avec un
cercle étroit entre les consommateurs et les producteurs, les groupes d'action locaux, quelque chose que nous soulignons également. Certains connaissent peut-être également cela. C'est une méthode d'initiative à la base. Et à ma connaissance, c'est la seule méthode qui est financée par l'EU. Et donc, CLLD, c'est le développement donc conduit par les communautés locales avec beaucoup de groupes d'action. Le GAL en France, LAG. Si vous cherchez donc un LAG, donc un groupe d'action locale en français, vous verrez que ce sont souvent les personnes qui vraiment poussent les nouvelles initiatives, les nouvelles mesures pour l'adaptation et l'atténuation. Il s'agit de faire du partage et le mouvement est très divers. Et ensemble, ce qui nous lie, ce sont des actions pour le développement durable et avec les communautés au centre de nos actions. C'est ce qui nous lie les uns aux autres. Ici, vous avez une autre définition de ces actions conduites par les communautés. Donc, ce que je retiens ici, c'est que c'est quelque chose qui est organisé à la base. C'est une partie importante. C'est quelque chose qui s'organise entre communautés. Il est question ici de renforcer la résilience des communautés d'une manière préventive, c'est-à-dire être résilient en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, notamment dans l'ensemble aussi pour la crise planétaire à cause de la pollution et de la perte de la biodiversité. Ici, vous avez une autre définition de tous ces plans d'adaptation au niveau communautaire. Si nous pensons en termes du système de santé, par exemple, on pourrait faire le lien avec la prévention lorsque vous essayez de renforcer la résilience du système immunitaire d'une personne. C'est un petit peu la même chose, c'est une approche semblable, c'est-à-dire comme une aide, une auto-aide, si on peut le dire ainsi, donc basée sur la prévention pour développer la résilience au sein des communautés. Il y a quelques faits, quelques preuves ici qui montrent que les communautés régionales sont les mieux placées pour justement mettre en place ces types d'initiatives locales ou régionales en Europe. Et dernière planche ici, j'aimerais parler de ce qu'Estelle a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire voir vraiment les citoyens comme étant les agents de changement en ce qui concerne l'adaptation. C'est une vision différente du monde. C'est vraiment changer la vision du monde à partir de la base, donc de changer cette approche du haut vers le bas, du bas vers le haut, parce que le niveau européen, au niveau du pacte européen, les politiques d'adaptation, d'atténuation, bien sûr, sont très importantes. Donc c'est un changement de paradigme ici, et avec ce manifeste pour l'action collective, avec Ecolis, nous travaillons avec 900 personnes représentant 140 organisations dans un process qui est assez long, avec beaucoup de délibérations. Et donc, nous avons proposé ce manifeste pour une action collective. J'attire également votre attention sur l'un de ces messages clés qu'on trouve sur notre planche suivante. Merci. C'est-à-dire pour soutenir le droit d'avoir le choix de vivre d'une manière durable. Alors pourquoi ce message clé qui résume finalement la situation dans laquelle nous sommes actuellement? Comme vous l'avez remarqué, Ecolis est un réseau de personnes et de communautés engagées dans le développement durable. Et si vous lisez le manifeste, vous verrez que même si vous êtes engagé dans du développement durable, si vous avez des communautés résilientes, vous ne serez pas en mesure de vivre de manière durable, forcément, avec des limites planétaires, mais avec une vie correcte. Pourquoi? Parce que le système autour de vous ne le permet pas. Ce qui veut dire que même si vous essayez, faites tous les efforts, et je prends souvent l'exemple, par exemple, vous faites votre jardinage, vous faites pousser votre alimentation, et si vous êtes à côté d'un agriculteur qui continue de mettre des pesticides, etc., il n'y a pas vraiment de loi
européenne de règles par rapport à cela. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de loi qui interdit cela autour d'endroits biologiques ou donc c'est ça que nous appelons le fait que vivre de manière durable n'est pas un choix, mais ça doit être la réalité pour tous. C'est un des messages clés et nous devons veiller à ce que toutes les politiques justement permettent à chacun d'avoir ce choix de vivre de manière durable. Sur notre dernière planche à présent, voilà qu'on va passer rapidement pour arriver à celle-ci. Vous voyez ici nos différents partenaires qui soutiennent justement ce manifeste. Et ici, nous vous invitons à signer ce manifeste. Vous avez le lien ici dans le chat. Merci à Estelle. Et je vais donc m'arrêter ici. Merci Nina. Nous sommes ravis vraiment de travailler avec vous sur cette déclaration de Liège et de faire partie des signataires du manifeste. C'est crucial, comme vous l'avez dit, de pouvoir faire le lien entre l'approche du haut et l'approche du bas, bottom-up et top-bottom, pour une cohérence. Et je pense que c'est la bonne transition pour notre dernière intervenante de la journée, Anne Barr de WECF, en charge des politiques WECF, qui est également un réseau qui travaille dans cette approche bottom-up. Et alors que Nina parlait des initiatives dirigées par les communautés et les citoyens, il y a également le côté du genre qui est aussi important. Alors Anne fait partie de WEC, comme je l'ai dit. Le WECF fait partie donc d'un projet qui s'appelle Shared Green Deal avec 22 organisations au sein de l'Europe, donc le pacte vert partagé. Parlez-nous de ce projet, Anne, et des projets des citoyens avec l'intégration de la dimension genrée dans le pacte vert. Et sur le même sujet, le Conseil a également publié récemment quelque chose auquel le WECF a contribué sur la question de la pauvreté énergétique et pauvreté de genre, et quel est le lien entre la pauvreté énergétique et l'adaptation, quels sont les bénéfices de pouvoir intégrer la dimension du genre dans les politiques de votre point de vue du WECF. Vous avez la parole à présent. Merci Estelle. Bonjour à tous. Je suis française, mais je vais parler en anglais puisque mes diapos sont déjà en anglais et que ce panel se fait également en anglais. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, même s'il y a beaucoup d'informations à partager avec vous. Alors, effectivement, WECF est un réseau qui date de 30 ans, d'une association féministe qui œuvre dans plus de 70 pays pour la justice du genre, l'équité homme-femme, et pour la transition juste. Nous travaillons au niveau des pays, au niveau local, avec les sociétés, les organisations, les OCS, et c'est important pour nous d'être vraiment impliqués dans les choses pratiques, les aspects pratiques du travail que nous faisons et de lier cela aux politiques qui existent déjà au niveau régional, local ou international, national, international. Nous avons été impliqués dans les process concernant le changement climatique depuis le début. Personnellement, je suis membre du bureau de Climate Change, Je crois vraiment dans le potentiel des actions que nous pouvons mener, des liens entre les différents acteurs pour la justice sociale. Donc, ce pacte vert partagé est un bon exemple de ce que nous pouvons faire au niveau européen parmi les acteurs qui sont très différents les uns des autres, notamment les universités, les ONG, les réseaux d'ONG, les SME, les PME et les institutions, les instituts de recherche qui travaillent ensemble pour mettre en place la transition écologique dont nous avons besoin pour nous adapter au changement climatique qui est déjà là. Donc, ce grand projet
à regarder juste notamment la question de la rénovation, des rénovations efficaces, mais également d'autres domaines comme par exemple la production alimentaire, l'économie circulaire, l'énergie renouvelable, etc. Et je ne vais pas tout détailler ici, mais je veux me focaliser aujourd'hui sur la rénovation, les rénovations, pour vous donner un autre exemple des pays où nous avons travaillé. Vous verrez sur la prochaine diapo un peu plus en détail ce que nous avons fait. Nous avons conduit, par exemple, des expériences d'innovation sociale pour connecter les foyers à des professionnels des rénovations durables, des innovations ou des rénovations plutôt efficaces en lien avec les gouvernements locaux, les instituts de recherche pour vraiment inciter à ces actions et apporter le soutien. Nous avons travaillé en Irlande, en Espagne, en Lituanie, en Hongrie et le WCF était en charge de la partie rénovation. Alors, si nous parlons de la Hongrie, par exemple, pour vous donner quelques exemples ici, un exemple frappant de la manière dont la discrimination de genre peut interagir avec d'autres types de défis et de discrimination. Quand on parle de la rénovation des maisons ou d'une rénovation efficace, nous avons travaillé dans une région rurale de la Hongrie qui se trouve à la frontière de la Slovaquie. Nous avons travaillé dans un petit village de 1000 habitants où il y a un manque d'efficacité énergétique. 35% des foyers continuent d'utiliser le bois comme mode de chauffage et pour cuisiner également et où les inégalités ou les discriminations sont très importantes avec des salaires plus bas pour les femmes et même de la violence, des difficultés également à interagir avec les autorités locales, avec des discriminations connectées avec le fait que dans cette partie, il est difficile pour certaines populations, certains groupes, d'interagir avec d'autres membres de la société qui pourraient apporter certaines incitations et certains droits auxquels ces populations ont droit. Donc ici, sur cette planche, vous voyez ce qui se passe, tout ce qui est en lien avec la connaissance de sur la rénovation, nous voulons bâtir et développer un réseau. Il y a beaucoup de complexité alors c'est lié bien sûr avec le fait de pouvoir entrer en dialogue et pouvoir comprendre l'aspect technique, qui est assez complexe avec les différents acteurs concernés, dans le secteur professionnel, mais également les gouvernements locaux. Et il est question aussi des politiques et des citoyens qui votent pour ces politiques. Et ensuite, bien sûr, vos propres dépenses et vos propres coûts en termes d'énergie. Vous voyez ici, donc on a travaillé avec Habitat pour l'humanité en Hongrie, qui est un de nos partenaires dans ce grand réseau. Comme vous le voyez ici, il y a un bureau local d'Habitat pour l'humanité. Et dans ce petit village, nous avons travaillé directement avec la population pour qu'ils puissent venir visiter certaines habitations écologiques pour comprendre vraiment le type de rénovation qui peuvent être faites pour que les personnes aussi puissent être en lien avec des professionnels sur place, avec des représentants du gouvernement local et d'autres acteurs qui peuvent vraiment les soutenir dans cette rénovation efficace, pour les soutenir aussi dans leurs moyens d'accès. Ici, la dimension du genre était très, très présente, comme on le voit ici. La représentativité des femmes est importante avec la population locale. Ce sont souvent les femmes qui souvent restent à la maison, qui ne peuvent pas vraiment accéder au marché de l'emploi et qui sont souvent moins éduquées, qui ont plus de difficultés à accéder au financement, aux choses auxquelles elles devraient pouvoir accéder. Donc, à présent, tournons-nous vers les recommandations que nous avons faites au travers de ce projet au niveau européen. Alors, diapo suivante. Si on considère la rénovation comme une pratique sociale et qu'on comprend la dimension genrée,
pour pouvoir aller au-delà de l'information qui est présentée dans le manuel, il faut vraiment comprendre d'abord la culture, les pratiques, le savoir-faire, les compétences en lien avec la vie des gens localement. Donc cela a lieu au travers du dialogue et des connexions. Il faut aussi pouvoir rassembler vraiment quelle est la compréhension des communautés sur ces sujets. Donc, donc pour mettre en place cette transition, mais également comprendre les défis en ce qui concerne la rénovation. Et ensuite, il faut pouvoir saisir quelles sont ces barrières qui ont un impact sur les pratiques sociales et quelles sont les capacités de chacun pour pouvoir participer ou bénéficier de manière équitable à toutes ces politiques. Alors, en ce qui concerne cette expérience pratique que nous avons conduite en Europe, dans différentes parties de l'Europe, qui était vraiment fascinante, nous voulons le faire maintenant et sans transition. Euh, Nous voulons parler maintenant de Estodie. Nous avons travaillé avec le comité. Nous avons besoin, bien sûr, de données et d'analyse de données. Donc, ce rapport est là vraiment pour apporter un peu plus d'éclaircissement, plus en détail, avec une approche plus scientifique, également pour apporter des recommandations. Donc, sur la diapo suivante ici, quels sont d'abord les objectifs qui ont été identifiés, pouvoir analyser ces facteurs pour vraiment sensibiliser sur les législations en cours. Nous avons vu ici dans les présentations que des progrès ont été faits dans la législation, dans le fait de pouvoir prendre en compte les inégalités de genre ou d'autres inégalités sociales, parfois aussi la partie intersectionnelle et les dimensions des inégalités, des intersections entre les différents types de discrimination qui peuvent se rajouter les unes sur les autres, mais malgré tout, de pouvoir formuler donc des politiques, des recommandations de politiques, ça reste vraiment un grand défi. Donc basé sur les genres, parce que vous devez avoir les données et puis il faut ensuite conduire quelques expérimentations. Donc la méthodologie qui a été utilisée, ce sont les entretiens, des visites de terrain dans plusieurs pays, l'Espagne, la Bulgarie, l'Allemagne, mais également donc des études des littératures disponibles. L'Irlande aussi a fait partie de ces pays visités, Chypre, la Croatie. Alors regardons ensuite la diapo suivante. Ici, vous voyez tous les pays. Alors, pour en revenir à la question du nexus entre les politiques européennes et genre, comme vous le voyez dans cette analyse, il n'y a pas autant d'intersections, vraiment. Dans le fonds climat, vous allez trouver par exemple que l'égalité de genre est considérée et doit être mise en application, mais il n'y a pas vraiment de recommandations détaillées sur la manière de procéder. Il y a également une reconnaissance des différences, notamment pour les parents célibataires ou les personnes handicapées. Nous manquons également d'exemples concrets sur la manière de procéder concernant la directive de la transition énergétique, avec les impacts différenciés également sur la transition verte, avec aussi des risques plus élevés pour certains groupes. Mais il n'y a pas vraiment une compréhension tout à fait claire sur la manière d'améliorer cette situation. Alors, prochaine diapo. Donc, le résultat de cet entretien a conduit à identifier les facteurs qui contribuent justement à cette situation. Alors, c'est un visuel vraiment qui nous montre ce que nous voulons dire par les inégalités.
Parfois, l'âge, l'immigration, les situations de handicap peuvent aussi interagir avec ces autres inégalités. Un autre exemple concret concernant l'âge, le genre et les disparités de revenus. Vous voyez ici les personnes qui sont en risque de pauvreté selon les groupes d'âge. C'est très différent effectivement par pays et vous devez ensuite considérer le fait que beaucoup de personnes sont frappées par ces discriminations de genre, mais également selon l'âge et d'autres types de discrimination. Donc cela peut varier et on le voit beaucoup ici, beaucoup de personnes qui sont en risque ou qui sont à risque et touchées par la pauvreté, comme les femmes notamment. Alors, quels sont ces impacts différentiels? Parfois, il y a des choses que nous avons tendance à négliger, comme par exemple l'impact sur la santé. Par exemple, les femmes souffrent davantage des problèmes vasculaires, des problèmes respiratoires, tandis que les hommes ont plus de problèmes de santé mentale ou de santé, d'accident du travail. Mais tout ça, bien sûr, va aussi façonner l'expérience de la pauvreté énergétique, le partage des responsabilités aussi qui a une influence sur la manière d'être ou de subir la pauvreté énergétique et comment gérer cela quand les femmes aussi qui ont principalement un rôle de prendre soin des enfants, des personnes âgées, qui passent beaucoup plus de temps à la maison également que les hommes. Nous avons fait quelques études de cas par pays. Sans rentrer en détail, nous n'avons plus de temps. Alors, je vous invite donc à consulter cette publication. Vous trouverez vraiment toutes les recommandations. C'est tout à fait innovant et unique en son genre. Alors, dernière recommandation maintenant. Alors, il y a une prise de conscience de la pauvreté énergétique et de sa dimension de genre, avec des recommandations qui vont dans ce sens. Par exemple, la révision des politiques énergétiques qui doivent être conduites dans cette perspective intersectionnelle. Également, le besoin d'améliorer la coordination, la législation et la cohérence entre les différents secteurs à tout niveau. La consultation publique est aussi importante pour pouvoir soutenir ces actions. Je vais m'arrêter ici pour vous donner juste un exemple de l'Espagne, qui est un des pays d'Europe qui a vraiment commencé par adapter une réponse basée sur le genre à toutes ces politiques. Toutefois, avec le projet du Pacte vert partagé, nous avons vu une politique notamment qui cherchait à apporter ou à donner des incitations spécialement envers les femmes. Cela a créé la discrimination parce que ces initiatives financières étaient considérées comme des revenus additionnels. Et donc ces femmes ont été taxées davantage sur leurs revenus, alors que cet accès justement au financement a été considéré comme un revenu supplémentaire. Au final, il y a une discrimination encore plus importante et plus grande. Donc c'est vraiment important d'avoir cette approche bottom-up dont Nina Klein a parlé. Alors pour les recommandations spécifiques, c'est vraiment important d'avoir des formations pour souligner et accentuer cette prise de conscience, pour avoir également les données nécessaires. Very focused on that. I think I will stop Je here. pense que je vais m'arrêter ici. Merci. Je rends la parole à Estelle. Merci. To recognize the work that was done by my two colleagues at WECF, Pia Wieser and Marcela Norena, who work in our energy and gender division, who you can connect to if you have more questions on that study. Thank you very much. And Estelle, floor is back to you.
Thank you so much, Anne, and for the work that WCF is doing, which is crucial in terms of bottom-up approaches and in terms of connecting the policy side of things with the gender-based approach that is needed in adaptation and mitigation, and for that very concrete example on how energy poverty links all of that adaptation measures in Europe. We don't have very much time left, but I would like to ask a last question to our three panelists, and if you could just answer in 1 or 2 sentences. And while we ask that last question, please put your questions in the chat. We'll try to pick up some questions to answer just after that. And I would just like to inform you that our interpreter is leaving for the Q&A session, but please bear with us. So yes, Hannah, Nina, and Anne, thank you so much for being with us today and for showing the different perspectives around that question of social justice in adaptation policies, which is a very complex one, as we have seen. Maybe to conclude, what are, in your opinion, today, the biggest gaps in integrating social justice and a meaningful participation when we are designing those adaptation policies in Europe? What are the biggest gaps, and what is your main message that you would like us to stay with today? Maybe Nina, if you would like to start. Yeah, I think the biggest gap is really the meaningful participation. And excuse my dog, he also has needs. A meaningful participation from bottom up and grassroots initiatives, but also communities in climate change mitigation and adaptation, because I would like to stress that mitigation, so every greenhouse gas emission that is avoided is the best adaptation, and there are hard limits to adaptation, so we can't just adapt forever, which is what some people think. Just put a new how do you say, climatisation into your house and everything will be fine. So I think this participatory process, which needs to come from EU levels, because that's where the funds also come from, and that's where the big framework comes from, it needs to be supported by EU levels. That's what I would like to say. Thank you very much, Nina. And yeah, as we put in the Liège Declaration, indeed, the best adaptation strategy is a mitigation one. I think that's very, very important to keep in mind. And Hannah, maybe as Nina said, it comes from the EU. What do you think are the biggest gaps in terms of integrating that social justice into adaptation policies? Mm-hmm. Yeah, thank you. I think, in my perspective, one of the biggest gaps, and of course there are several, but one of the biggest ones is really understanding social vulnerability better, knowing who exactly is vulnerable, and getting kind of comprehensive data to understand who is vulnerable and where they are located. I think we have a lot of environmental data, and we have a lot of socioeconomic data, but to actually combine those and figure out where this social vulnerability to climate change is, I think that's really a gap that we need to address. Thank you, Hannah. Yeah, I think it's always about how can we locate those people and how can we best address. Yeah, I think that's a crucial thing. And Anne, to conclude. Yeah, I would say also that one of the biggest gap is the lack of coherence among different policies. So when we started this panel, one of the questions you asked me was, why do we talk about energy poverty in adaptation? People tend to think that issues linked to energy are mitigation policies, but actually everything is linked together. And so you can't motivate or initiate movements of people trying to adapt
and support also this adaptation in an inclusive way if you don't understand all the barriers and the challenging that they are facing. And which will also impact their ability to adapt. So it's really important to look at how you can have coherence among different policies at the European level, and of course also in each of the countries of Europe. So I think Europe can give a lot of good practice example, good recommendations to the different countries, and then it is really important to have this bottom-up approach to ensure that those policies are coherent when they are being implemented. Well, first elaborated and then implemented. Thanks. Thank you very much, Anne. Yeah, I think that coherence thing is certainly very important in adaptation and in all the other climate policies that are being implemented in Europe and elaborated. Thank you very much again, Nina, Hannah, Anne, Pauline, Flavie, Tanya, only women today, for being present and for talking about a lot of different perspectives. Maybe we can take one or two questions from the chat. I will give the floor to Tanya, who might have selected some interesting questions. Tanya, the floor is yours. Okay, so we didn't have that many questions until now, but I see that we've received one in the 30 seconds that it took me to unmute. Donc, on a une question de Sophia Urachunmong. Comment se retrouve-t-on son data element sur les inégalités et les personnes vulnérables? Comment cela est-il resté en impensé? So if I can also translate for our non-English, non-French speaking panelists, how is it that we find ourselves without data elements on inequalities and vulnerable persons? How has this remained a blind spot in policy? I don't know if there's any of the panelists that would like to answer that specifically, or maybe Hannah, you can tell us about the data that is available and that the EEA works with. Mm-hmm. Yeah, of course. So first of all, we are working on getting this data. Also within the European Environment Agency, we within the agency we develop a number of indicators that help us understand what progress is taking place or what is happening exactly. And some of these indicators are indeed trying to get at this intersection between physical vulnerability and social vulnerability. I think one of the challenges is that we don't have a comprehensive data set yet where we look at all aspects of social vulnerability and all, for instance, vulnerabilities to specific climate hazards. And I know that there are several initiatives. There's also, for instance, the Joint Research Center from the European Commission that has an adaptation dashboard. Similarly, we are also developing similar dashboards. Most of these can, again, be accessed through our climate adaptation dashboard or adaptation platform. So there are initiatives. It's just taking a long time. And I think one of the practical challenges is that, especially across the EU, we will have different data sets from different member states that may be at different scales, for instance. So the level of aggregation of the data is not the same between member states. And so it's really hard to compare between countries, for instance. Thank you, Hannah. Maybe we can take one last question. If there's anyone that has a question, please feel free also to raise your hand directly and we'll give you the floor. Okay, if there are none, I think that leaves us at a very good moment to conclude for today. So, Estelle. Thank you, Tanya. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you, everyone, for attending today and for the very interesting conversation we had. We are waiting for you at our next EMAGS because this is not the last one. The next one will be on climate action in Africa, and it will be on the 27th of June.
around climate and the link between climate and biodiversity through ecological connectivity in Africa. You can just scan the QR code to already register. And then on 11th of July, we will have another EMAG around the adaptation in Europe series, which will be around the resilience of the EU cities when it comes to issues related to water. It's an EMAG that is organized as a partner event of the EU Green Week. So please join us at those next editions. Thank you everyone again for the very interesting discussions, and we hope to see you very soon. Thanks, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Goodbye. Thanks, everyone. Bye-bye.